Merci Pierre. Alors avant toute chose, je te décline mes conflits d'intérêts. Dans cette présentation, je n'en ai aucun. Et j'aimerais bien commencer en fait par deux situations cliniques qui sont relativement simples mais qui représentent un petit peu le quotidien. Et je vais vous demander, sans avoir de système de votation, ce que vous feriez. Et donc il s'agit d'un homme de 62 ans qui est admis en salle d'urgence pour une hémorragie massive. Comme on le voit, le site d'hémorragie ne fait pas beaucoup de doutes. Et on sait qu'il a un abus d'alcool, c'est un Français moyen. Et donc il y a une tentative de gastroscopie en urgence qui est réalisée, mais comme vous le voyez, il y a un peu de difficulté à savoir d'où ça saigne, ou en tout cas à contrôler le saignement. Donc la première question que je vous pose sur base de la biologie, qui est une hémoglobine à 7, des plaquettes à 54 000, un INR à 2,51 et un fibrinogène à 101 mg par décilitre. Est-ce que vous transfusez du plasma frais congelé, des facteurs de coagulation et des plaquettes, ou les trois, ou aucun des trois? Bien. On y reviendra. Rapidement, dans les 24 heures, le patient va bénéficier d'un shunt porte-cave par voie jugulaire de façon à contrôler une hémostase qui a justifié un tamponnement par ballon. Deuxième situation, là aussi il s'agit d'un homme de 57 ans qui lui n'est pas français puisqu'il n'y a pas d'antécédent d'éthylisme et il est admis pour une hémorragie digestive des douleurs abdominales qui durent depuis quelques jours. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais rapidement un CT scan est effectué et on constate la présence d'une thrombose portale. Donc le patient a un saignement digestif, a une thrombose portale, on lui connaît des antécédents d'hépatite C, il a un Child C avec une bilirubine exprimée ici en milligrammes par décilitre à 8, c'est-à-dire 8 fois la normale, un INR à 2,8, un fibrinogène à 114 et des plaquettes à 68 000 par millimètre cube. La question posée, elle est la suivante. Est-ce que je lui donne des facteurs de coagulation puisqu'il saigne? Est-ce que je l'anticoagule parce qu'il y a une thrombose portale? Est-ce que je le shunt? Est-ce que je fais les trois? Je vois qu'il n'y a toujours pas plus de réponses. Donc pour couper la tête au canard, pour commencer, je vous donne ici les recommandations anglaises, qui sont quand même généralement des gens relativement sérieux pour certains points, et les recommandations qui datent de 2015 de la société anglaise abordant la prise en charge du patient cirrhotique qui saigne est la suivante. Transfuser en cas de saignement massif avec du sang, des plaquettes et des facteurs de coagulation en ligne avec les protocoles. Évidence, niveau 5, grade D. Autrement dit, il y avait 2 personnes dans la salle qui soutenaient la position. Proposer de transfuser des plaquettes à ceux qui saignent activement et qui ont un compte plaquettaire en dessous de 50 000. Niveau 5, grade D, c'était toujours les 2 mêmes. Offrez la possibilité de transfuser du plasma frais aux patients qui ont soit un fibrinogène en dessous du gramme, niveau 5, grade D, ou un temps de prothrombine qui est 1,5 fois la valeur normale, niveau 5, grade D. Donc grosso modo, on a des recommandations, et ce n'est pas les seules en fait, sur la prise en charge du saignement chez le cirrhotique, dont le niveau d'évidence est plus que relativement faible. Et malgré tout, dans notre pratique quotidienne, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais beaucoup de gens qui doivent prendre en charge ces gens qui saignent et à qui on demande de faire une hémostase, en particulier endoscopique, vous disent « tant que tu n'as pas transfusé et corrigé la coagulation, je ne le ferai pas ». Or, il faut quand même se rappeler une chose, avant qu'on aborde plus en détail les troubles de la coagulation, c'est que le saignement chez le cirrhotique, ce n'est pas les facteurs de coagulation, c'est la pression. Et donc, ce qui fait saigner, c'est l'hyperpression dans les varices. Donc, le traitement de l'hémorragie aiguë, c'est de couper la boucle de pression et donc d'utiliser des agents vasopresseurs, que ce soit les dérivés de la somatostatine ou de la glypressine, la terlipressine, avec éventuellement tamponnement. Et vous savez les indications de situation qui justifieraient un shunt en urgence, puisque là, il y a un niveau d'évidence un petit peu plus évident. Alors, il faut quand même se dire qu'il a fallu pas mal d'années avant que des gens s'intéressent de manière un petit peu plus fine aux troubles d'hémostase du cirrhotique, puisqu'ils ont tous véhiculé une image de patients à risque hémorragique sur base d'une augmentation des facteurs des temps de coagulation conventionnels, que ce soit le thrombine ou bien normalisé sous forme de l'INR, des taux de plaquettes abaissés, des taux de fibrinogène diminués, qui leur ont toujours donné une image de patients à risque
de saignements importants, avec rarement de prophylaxie anti-hémorragique et bien souvent des transfusions non négligeables en différents facteurs et en plasma dans les situations d'hémorragie ou à risque hémorragique, ça veut dire même les procédures, y compris le placement de cathéter chez un certain nombre de malades et dans un certain nombre d'équipes. Et l'équipe de Tripodi, qui a énormément de données sur l'hémostase, a, dans les années début 2000, plus particulier 2008 et 2009, étudié de manière prospective des malades qui avaient des cirrhoses, qu'ils ont comparé à des contrôles, et comme d'habitude, ont classé leur cirrhose en fonction de la sévérité selon la classification de Child. Vous voyez ici une population d'à peu près 150 malades comparés à des contrôles, qui vous donne le profil habituel en termes de facteurs biologiques conventionnels, en termes de plaquettes. Et vous voyez déjà, première notification par rapport aux valeurs d'INR habituelles, c'est que quand on étudie le temps de prothrombine, c'est sûr que chez le cirrhotique, il est élevé en moyenne allant de 1 jusqu'à 3,3 dans sa population, mais que le facteur 8 est 50% plus élevé que chez les contrôles, que le facteur 5 est diminué, la protéine C est moitié des valeurs contrôles, l'antithrombine c'est à peu près dans les mêmes normes et le facteur 2 également. Donc on observe déjà qu'on a des débalances entre les facteurs pro et anticoagulants chez ces malades-là, que les tests conventionnels, à savoir l'INR, sont incapables de détecter, malgré que l'INR garde une valeur pronostique en termes de sévérité de maladie, et vous savez comme moi qu'il est utilisé dans les classifications type MELD pour indiquer la transplantation. Quand on va un petit peu plus loin et qu'il les groupe par catégorie, on constate de nouveau que le facteur 2 est diminué et diminue d'autant plus que la maladie est avancée. Le facteur 5 également, témoin précoce d'une restauration de l'hémostase, puisque c'est un bon indicateur à la fois de transplantation mais de récupération de greffons, mais que la protéine C diminue en fonction de la sévérité, que l'antithrombine 3 diminue avec la sévérité. A l'inverse, le facteur 8 augmente avec la sévérité de la cirrhose. Et si on traduit ça en potentiel de génération de thrombine, force est de constater que plus on est malade, plus le potentiel endogène de génération de thrombine est important. Et on le voit ici, par rapport au sujet contrôle, les cirrhotiques Child A, B, C ont un potentiel de génération de thrombine qui est beaucoup plus important que les sujets normaux et qui est équivalent aux gens qui ont un déficit en protéine C. Traduit autrement, si on fait le rapport entre les différents facteurs dits procoagulants comme le 2 et comme le 8 et la protéine C, on constate que plus la maladie avance, plus ce ratio est élevé, à savoir que la débalance entre le pro et l'anticoagulant fait que cette hémostase est ou normale ou un état hypercoagulable chez le cirrhotique. Et cette observation n'est pas la seule, puisque l'équipe de Burrows, qui est depuis leur décédé au Royal Free à Londres, montre également, là, en classant les malades sur degré de leur INR de départ, que plus la maladie est avancée, donc l'INR est augmenté, plus ce même potentiel de génération endogène de thrombine est augmenté. Donc, au lieu de penser que l'INR est témoin d'un risque de saignement, l'INR augmenté dans cette population-là serait plutôt corrélé à un risque thrombotique accru. La même équipe, un peu plus tard, va étudier chez des malades qui ont une insuffisance hépatique aiguë cette fois-ci, les mêmes facteurs de coagulation, c'est-à-dire tout le groupe des procoagulants qui vont du facteur 2 jusqu'au fibrinogène, les anticoagulants naturels que sont la protéine SC et l'antithrombine, et le facteur de von Willebrand et le facteur 8. Et vous voyez à quel point il y a une débalance, puisqu'il y a un degré non négligeable de réduction de production des facteurs procoagulants, mais également dans une mesure un peu plus importante des anticoagulants, et une augmentation de la libération de facteurs de von Willebrand et de production de facteur 8 dans cette population-là, témoignant là aussi d'un état plutôt de type procoagulant. Et l'équipe de Tripodi va un petit peu plus loin en disant, puisque nos tests d'hémostase conventionnelle ne permettent pas de prédire le risque de saignement, il va étudier en in vitro d'autres tests que ceux qui sont habituellement utilisés. Il reprend des populations et les caractéristiques qu'on a déjà vues dans son travail de 2009, avec une proportion de Child ABC relativement équilibrée, avec, vous le voyez, des temps de prothrombine qui sont corrélés à la sévérité de la maladie sous-jacente. Et quand il reprend chez ces patients par rapport au contrôle, les taux de facteur 8, ils sont 1,5 fois augmentés par rapport au sujet normal. À l'inverse, protéines C antithrombine et facteur 2 sont diminués de plus de moitié par rapport aux sujets considérés comme normaux.
En allant encore plus loin, il va alors, en in vitro, faire ce qui s'appelle le PICI, qui est en fait le Product Induced Coagulation Inhibition, un test qu'on n'a pas dans la routine conventionnelle et qui fait qu'on rajoute du venin de serpent qui active la protéine C. Et à ce moment-là, qui va inhiber la génération de thrombine. Donc pour ça, il faut de la protéine C. Donc si vous mettez un activateur de protéine C en l'absence de protéine C, le résultat net, c'est que la génération de thrombine est moins importante, ou le blocage de la génération de thrombine est moins important. Et on voit ici les contrôles par rapport aux cirrhotiques qui sont proches de la situation des mutations de facteur 5 de Leiden. Et si on fait la corrélation par rapport à la sévérité de la maladie, on voit que plus la maladie avance, plus ce rapport diminue, plus en fait le malade est hyper coagulable, puisqu'il a cette incapacité d'inhiber la génération de thrombine par un défect plus important des anticoagulants naturels que sont en particulier la protéine C et secondairement l'antithrombine 3. Alors on se dit, de toute façon il y a d'autres tests maintenant et dans beaucoup d'équipes de chirurgie, en particulier l'anesthésie, on utilise le Rotem et le thromboélastogramme comme étant un petit peu la Torah de la justification de transfusion dans pas mal d'équipes. Et ici, c'est un travail indien qui vaut ce qu'il mérite, mais en attendant, qui étudie la présence d'un thromboélastogramme normal ou anormal et le compare aux valeurs d'INR et de plaquettes et le compare au risque de complications hémorragiques, puisqu'il s'agit de 150 patients cirrhotiques qui vont avoir soit mise en place de cathéters, que ce soit de l'hémofiltration, des drainages thoraciques, de parasynthèse, et qui ont été considérés comme un risque hémorragique. Et de nouveau, en fonction de leur classe child, ont des INR. Vous voyez qu'il y a une bonne proportion de child ABC juste sur base de l'INR, avec en tout cas quasiment 80 malades qui ont plus de 1,5 d'INR. Et ils comparent les thromboélastogrammes normaux et anormaux et essayent de les corréler aux valeurs d'INR et les valeurs de plaquettes. D'abord, sur les 150 malades qui vont avoir des procédures alors qu'il n'y a pas d'administration de facteurs de coagulation, il y a un événement hémorragique sur les 150. Et cet événement hémorragique est dans le groupe du thromboélastogramme normal. Donc ce qui veut dire grosso modo que le thromboélastogramme est incapable de prédire de manière plus fine le risque hémorragique chez ces malades-là. Et il n'y a pas sur cette base-là, en tout cas de recommandation, d'administration de facteurs de coagulation ou de plasma frais ou de plaquettes pour prévenir un incident hémorragique. C'est vrai que l'incident est faible, donc probablement que la puissance ne le permet pas. En attendant, il n'y a en tout cas aucun signal particulier. Une autre étude a voulu étudier le thromboélastogramme en prenant cette fois-ci des cirrhotiques qui vont bénéficier d'une hépatectomie, de façon à voir si ces malades qui sont à risque de décompensation sont exposés à plus de risques de saignement. Et de nouveau, utilise les tests conventionnels, à savoir l'INR et le temps de prothrombine, et le compare au thromboélastogramme, en présence ou en absence de cirrhose. Et ils prennent cette fois-ci une démarche un peu plus dynamique, c'est-à-dire pré-op, post-op immédiat, J1, J3, J5. Et ils sont classés selon qu'il y a une cirrhose ou pas de cirrhose, et en thromboélastogramme en normal ou en hypercoagulable. Alors c'est un peu compliqué à lire, mais le résultat net est de constater que entre le pré-op, le post-op et les jours qui suivent, la tendance est plutôt qu'il n'y a pas d'altération du thromboélastogramme chez les malades cirrhotiques qui bénéficient d'une résection hépatique et qu'on a plutôt plus souvent un état hypercoagulable chez eux que chez les sujets normaux, contrôle, qui ont bénéficié d'une hépatectomie partielle. Donc de nouveau le thromboélastogramme, incapable d'anticiper sur le fait que ces malades, même s'ils puissent décompenser sur le plan hépatique, sont plus à risque hémorragique et justifieraient soit une contre-indication opératoire, soit une prise en charge différente de ce point de vue-là. Pour aller encore un petit peu plus loin, si on regarde un gros effectif de patients scandinaves, ils ont des manques de données en général systématiques puisque tout le monde est dans un fichier, l'équipe ici de Sorgart va regarder une population assez large de quasiment 100 000 malades danois sur une période de 15 ans qui vont développer des problèmes thromboemboliques de type thrombose veineuse profonde associée ou pas à embolie pulmonaire. Elle compare à 500 000 malades. Et en fait, ils trouvent un risque accru de thrombose veineuse profonde avec ou pas de risque embolique plus important chez les cirrhotiques que chez les non-cirrhotiques, et qui est de l'ordre de 1,3. Et si on regarde les événements spontanés, on atteint un risque de 2. Et donc la conclusion, qui est d'ailleurs une conclusion qu'on devrait soutenir, c'est que le patient cirrhotique devrait, comme tous les autres, bénéficier d'une prévention de thrombose veineuse profonde, comme la population générale. Donc de nouveau, nos tests conventionnels ne nous permettent pas de contre-indiquer, voire au contraire devraient nous pousser à les traiter.
Si on va encore plus loin, puisqu'il s'agissait du deuxième cas que je vous ai présenté avec un malade qui saigne dans un contexte d'augmentation d'hypertension portale sur une thrombose de la veine porte, fallait-il donner des facteurs de coagulation? La réponse est non. Fallait-il anticoaguler à la phase aiguë? Beaucoup vous diront non, mais on pourrait l'anticoaguler. Probablement, il doit bénéficier des occlusions combinées de l'anticoagulation, puisque ces malades-là, j'ai passé les dias, elles ont passé parce que je pense que le temps est dépassé. En fait, dans les thromboses portales, le fait d'anticoaguler diminue le nombre de persistances de thrombose, augmente la recanalisation et n'est pas associé à une augmentation du risque hémorragique. Donc ces malades à thrombose veineuse et les malades cirrhotiques vont aller entre le Child A et le Child C au cours de leur vie d'un risque de 1% à jusqu'à 50% de développer une thrombose de la veine porte.